Bonjour madame, bonjour messieurs. Je commence un petit peu plus tôt, environ 3-4 minutes comme ça, en attendant que les gens arrivent, puis que vous ayez le temps de préparer vos questions. Je pensais, au niveau de la parapsychologie, aux maisons hantées, le phénomène des maisons hantées. Moi j'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes-là, j'ai environ 15-16 ans. Et je me suis assez intéressé à ça pendant 45 ans. Donc, je pense que c'est beaucoup dans une vie. Alors, les maisons hantées, mon idée, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel nous pouvons étaler nos ambiances psychologiques. C'est-à-dire que nous projetons dans le monde, dans l'univers, dans notre environnement, les états intérieurs de notre psychologie, c'est-à-dire de la relation que nous établissons avec nous-mêmes. Parfois, il y a des gens, au niveau des maisons hantées, dans lequel l'état psychologique va arriver à déplacer des meubles. C'est ce qu'on appelle la psychokinésie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de revenants. Je ne nie pas ce phénomène de la vie après la mort. Je ne nie pas du tout qu'il y ait des gens qui soient en contact aussi avec des personnes décédées. Cependant, ce qu'on a vu beaucoup avec les recherches, c'est des gens qui avaient la faculté, surtout des jeunes enfants, environ 8 ans, 9 ans, 10 ans, dans au moins 70% des maisons hantées, il y a souvent de jeunes enfants. Et ces enfants, pour des raisons scientifiques qu'on ne connaît pas, peuvent avoir la capacité de toucher les objets et de les faire bouger à distance par la télékinésie, psychokinésie, et même, je peux dire que le poids du meuble n'a aucune espèce d'importance. Ça peut peser 200 kilos. Ça va se déplacer. Donc, il y a donc une ambiance psychologique chez l'enfant dans certaines maisons où on peut provoquer ce genre d'événement. Il n'y a pas toujours des enfants dans les maisons hantées. Il peut y avoir des états psychologiques dans lequel on n'est pas du tout conscient. Ça fait partie du mécanisme de l'inconscient. Comme le voit Jung, comme le voit également Bertrand Meyeuse, un philosophe et un sociologue français que j'admire énormément pour son travail, qui a fait une belle poursuite de l'œuvre de Carl Gustav Jung sur des phénomènes insolites. Mais il y en a d'autres aussi qui sont extraordinaires. Donc, évidemment, on n'arrive pas à des conclusions. On ne peut jamais dire que, voilà, on a trouvé, tout est là. Ce qu'on voit souvent, c'est l'interrelation entre notre psychologie, entre notre état d'esprit, notre état d'âme, et la capacité de faire bouger des choses dans une maison. Et moi, j'ai poussé un peu plus loin. Si nous pouvons, par un état d'esprit, faire bouger des choses dans une maison, on peut faire bouger la réalité au complet. C'est-à-dire que l'esprit que l'on dégage, la puissance que l'on dégage, ne s'arrête pas uniquement à une maison. On arrive à créer une ambiance dans une maison, mais elle peut s'étendre au-delà de l'espace et du temps et faire arriver les événements, donc l'événementiel, et avec lequel nous pouvons arriver à le modifier. De là, l'importance d'un travail sur soi, parce qu'un travail sur soi ne concerne pas que soi. Il concerne le monde. Il concerne l'environnement. Et la capacité que nous avons à agir sur l'espace, le temps et l'événementiel. Ça, c'est le résultat
de 55 ans de recherche. 52 ans de recherche. D'accord? Donc, nous avons cette faculté-là. Évidemment, quand je me suis intéressé au phénomène OVNI, c'est juste un petit préambule en attendant que vous arriviez, parce que j'aimerais beaucoup que vous me posiez des questions, que vous me posiez des questions, des belles questions. Et la semaine passée, j'ai adoré. C'est extraordinaire. Donc, le phénomène OVNI, c'est aussi un peu semblable. C'est ce que Jacques Vallée avait appelé le mimétisme. C'est-à-dire que le phénomène OVNI des années 1940 n'est pas tout à fait le même que celui que nous retrouvons aujourd'hui. Les humanoïdes, donc ça me fait penser au livre Les humanoïdes de Jean Ferguson, les humanoïdes d'autrefois ne sont pas tout à fait les humanoïdes que nous retrouvons aujourd'hui. Et ça dépend également des pays. Si vous allez au Chili, au Mexique, et que vous êtes confronté à des humanoïdes, il n'est pas rare que ce soit des créatures avec des griffes, ou que vous soyez aveuglé par des boules de feu qui entrent même à l'intérieur de votre maison, à partir d'un objet lumineux qui est dans le ciel. Ce genre de phénomène OVNI ne s'est jamais manifesté aux États-Unis. Alors, c'est le côté insolite absolument extraordinaire des capacités, à mon avis, qui peuvent relever de notre inconscient. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas aux extraterrestres. Il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes. Je dis simplement, c'est plusieurs décennies de recherche, d'études, qui me démontrent que nous avons des pouvoirs absolument fantastiques et que le phénomène OVNI est passé de la science-fiction à la réalité entre 1920, où il y avait des petits magazines qui s'appelaient Amazing Stories, et est passé dans la réalité dans les années 40, donc 1943, 44, 45, et on a commencé à compiler le phénomène OVNI avec Kenneth Arnold en 1947. Donc, ça s'est manifesté dans notre monde. Alors, ce qui est une ambiance décrite dans la science-fiction finit par se manifester dans le réel. Comme si on avait la capacité de se projeter dans le temps. Alors voilà, c'était ma petite introduction, parce que je me disais en attendant que vous arriviez tous, faire une petite introduction. J'aimerais remercier les gens qui ont participé à l'atelier hier. Ça a été extraordinaire. On était nombreux. Ça a été pas mal fantastique. Et avant que je l'oublie, évidemment, je donne des conférences à toutes les 2 semaines que je place sur YouTube avec un lien. Et les gens peuvent s'abonner pour 100$ canadiens, donc environ 70 €, 73 € pour pouvoir avoir le lien. Et c'est à vous. Je pense que c'est très abordable. D'accord? Là-dessus, c'est un abonnement annuel, mais vous avez 2 conférences par mois. Alors, ça répond beaucoup de questions parce que je me permets d'aller pas mal plus en profondeur. Alors ça, c'est avant que je l'oublie. C'est fini pour les annonces, il n'y en aura plus. Alors, je vais dire bonjour Ghislaine. Ghislaine qui a participé à l'atelier. Merci beaucoup à Ghislaine. Hein? Extraordinaire. On a du plaisir, hein, Ghislaine. Ça, c'est sans parler de l'heure qu'on a au niveau du repas. Fantastique. Merci Ghislaine pour ton appui depuis longtemps. Alors là, je vais saluer un peu tout le monde ici. Betty Red. Bonjour Betty Red. Cathy Jobin. Denis Bailey. Bonjour Denis. Ça me fait plaisir. Tu laisses toujours un petit commentaire à ce que je fais, puis je l'apprécie beaucoup. Laurence Marion Longuet. Pour moi, il y a des noms français là-dedans. Hier, on avait une personne dont l'origine était bretonne. Et son mari, mon Dieu, était métissé à de nombreuses parties du monde. J'ose même pas, c'est parce que je m'en souviens pas, je veux pas le dire tout croche. Alors, mais c'était quelqu'un de formidable. J'ai eu beaucoup de plaisir. Kate,
François Leclerc, Kate Leclerc, Marie-Claude Lavoie. On est déjà rendu à 27. Yann Gervais, bonjour Yann, c'est un grand plaisir. Normand Lapointe, bonjour Normand. Rina Carolina, César, RG. C'est juste RG. Jessica Nadeau, Sébastien Brou-Lepit. Bonjour Sébastien. Toi, tu es abonné aux conférences. C'est un grand plaisir, Sébastien. Noria Bois, toi aussi abonné. Je te remercie beaucoup, Noria. Grand plaisir. Aussi de faire laisser des petits commentaires, je l'apprécie beaucoup. Bonjour. Faites-moi donc des petits bonhommes. Des petits bonhommes. J'aime ça voir là, quand ça explose. Bernard, Bigra, Joanne, Montréal, Jeff Crisinel, il y a des noms nouveaux. Hein? Carl Pilon, Sabrina, Vive les Bretons, oui. Daniel Leroy, César Hergé, Alain Lambert, c'est le même César que... OK, César Hergé, Alain Lambert, Pauline Couture. OK, César, toi, tu t'enlèves, tu te remets, donc... Et je prononce ton nom plusieurs fois, César Hergé, César Hergé. César Hergé, t'es content, là, tu peux recommencer si tu veux. Là. Mathieu Lestienne, bravo. Je suis vraiment content. Mathieu, en consultation, ça doit faire quelque chose comme une dizaine d'années. Corrige-moi si je me trompe. Ça fait vraiment un bout de temps. Alors, est-ce que vous avez des questions? Okay, César Hergé est revenu. Il y a des gens comme ça qui me jouent des tours pendant que je suis en train de lire les noms. Alors, maintenant qu'on est tous là, est-ce que vous avez des questions? Il y a aussi des questions que j'ai peut-être pas répondues la dernière fois, mais là, je les vois pas présentement. Mais moi, je vis beaucoup dans le moment présent. Alors, merci beaucoup, Ghislaine. C'est un grand plaisir. Alors, je vais continuer un petit peu là-dessus. Le phénomène ovni, il faut comprendre ceci. Les civilisations qui seraient extrêmement avancées n'auraient pas besoin nécessairement d'ovnis pour venir nous voir. Les civilisations les plus avancées n'ont pas besoin de véhicules. Ça, je peux vous le dire. Je vais regarder pour voir s'il n'y a pas de questions. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas certain que le phénomène ovni soit d'origine extraterrestre. Et de toute manière, plus on fait de la recherche, plus on est sceptique à l'égard des extraterrestres. Par contre, ça n'empêche pas l'intelligence extradimensionnelle. Ça, c'est très possible. Sur la Terre, là, il y a plusieurs sortes de temps, il y a plusieurs sortes d'espace. Peut-on nous parler des champs vibratoires qui est en constante augmentation? C'est une question qui est vaste quand on dit les champs vibratoires. Qu'est-ce que tu veux dire par là, les champs vibratoires? Vibratoire est un mot qui vient de l'ésotérisme contemporain, good vibration, que la première fois qu'on a dit vibration, c'était au cours des années 60, et c'était la chanson des Beach Boys. Et c'est la mère de... j'ai oublié son nom, Brian. Puis là, j'ai pas son nom. Brian Wilson, qui a sorti Vibration, qui a donné titre à la chanson Good Vibration. Et on est au début des années 60 et tout le monde a pris le mot vibratoire et vibration dans le monde ésotérique pour définir des choses. Puis je peux dire que la vibration, c'est un mot qui est très vaste. Effectivement, j'avoue que moi-même, je l'ai utilisé. Passer à la conscience et changer de vibration. Mais le dire d'une manière plus précise, ça serait ceci. Ça se dirait comme ceci. Passer à la conscience, c'est ouvrir sa perception vers l'infini. Ce qui nous permet d'amener l'infini à un ressenti qui nous permet de voir que ce n'est pas nous et l'infini, mais que l'infini est aussi en nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans le mécanisme de la synchronicité,
nous pouvons modifier les événements qui nous arrivent. Ça, c'est vraiment le but de mes conférences, pour le faire comprendre aux gens, et c'est vraiment le but de mes ateliers, pour l'expérimenter. Évidemment, au niveau de l'inconscient, nous autres, en général, on est conditionné par un passé, puis c'est toutes sortes de choses qui sont négatives. Alors, je les change. En état hypnose, on va dans des endroits qui sont somptueux, qui sont agréables, on visite des restaurants, on invente le menu, on développe énormément de facultés. Alors, c'est gustatif, oui, un peu, pourquoi pas. Mais ça permet au cerveau de changer la réalité et de commencer à avoir un pouvoir sur la réalité. Je ne veux pas trop aller loin là-dedans parce que c'est complexe. Alors, c'est un immense plaisir. Je vais avoir des questions. Alors, les champs vibratoires ont toujours été en constante augmentation. Je vais donner un exemple pour le répondre comme ça. La science évolue continuellement. Et la science, en fait, l'électronique, est une représentation de la magie du Moyen Âge. C'est la magie d'autrefois. Hein, maintenant, on peut voir des gens à distance sur un ordinateur. On peut parler à des gens de l'autre bout du monde. Donc, l'électronique, c'est de la magie en application. Maintenant, quand on parle vibratoire, ce qui est fascinant au niveau de l'électronique, c'est que l'électronique, tout est une vibration. On va créer la vibration à partir d'un oscillateur. L'oscillateur va créer une fréquence. Donc, toute l'électronique, comme notre système nerveux, est une fréquence, est une vibration. Et lorsqu'on change d'état, qu'on se sent bien, on change l'oscillation. Et on est continuellement un émetteur. Et on vibre à un certain niveau. Comme la Terre vibre à un certain niveau, comme un endroit, notre pièce, notre chambre ne vibre pas nécessairement au même niveau que notre bureau. Donc, il y a vraiment des oscillations qui nous sont retournées par notre propre capacité de changer le rôle de la matière et de la faire osciller, vibrer à une autre fréquence. Si vous allez dans une église, vous allez ressentir une vibration. Si vous étiez dans les années 60, il y avait une vibration, il y avait une atmosphère qui n'est pas du tout celle qu'on retrouve aujourd'hui, c'est quelque chose de très différent. Et il n'y a jamais deux journées exactement pareilles, même avec la même température. Les soirées sont différentes, la vibration est différente, l'atmosphère est différente. Et au niveau de la magie, ce que l'on fait, c'est qu'on joue avec l'atmosphère. On le reçoit, on l'amplifie et on fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? Généralement, c'est pas le pire qu'on veut, donc on utilise les énergies pour se donner une vie qui est simple, une vie qui est facile, puis accéder à la compréhension de notre univers d'une manière qui est extraordinaire. Donc, et on n'a pas besoin de rituels. Parce que quand on passe à la conscience, pas besoin de rituels. C'est pas une demande, c'est un état d'être. Un état d'être n'a rien à demander. Il reçoit simplement la réflexion de sa vibration, pour employer ton mot, de son oscillation. C'est une grande différence de demander de faire un rituel, de mettre du sel partout. On ne fait pas ce genre de truc-là personnellement. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Il y a des gens qui le font. C'est correct. On vit dans un univers qui est vaste. Alors, les gens ont le droit d'expérimenter l'occulte d'une manière qui est différente. Je dis simplement, on reçoit le salaire de nos pensées, on reçoit la vibration que l'on émet, et je m'éloigne beaucoup des gens qui sont tristes pour garder ma sérénité, ma paix. Parce que je remarque,
que les choses arrivent avec une très grande facilité. Et il y a des conditions. Et ces conditions-là sont des conditions qui relèvent de l'électronique intérieure de notre propre système nerveux. Donc, il y a une électronique aussi. Je vais voir pour vos questions, avant de partir trop lointain. Alors, c'est en constante augmentation, en constant changement. D'accord? Bonjour Vincent, c'est un immense plaisir de te voir. Vincent Massimo. Il y a un nom ici, je ne veux pas mal prononcer ton nom. Coronavirus a une durée de combien de mois avant qu'il ne meure lui-même? Les virus ne meurent pas nécessairement. Ils sont faits pour durer. Mais je comprends ta question. Le coronavirus, c'est pas quelque chose qui m'inquiète personnellement. Alors, vous ne devriez pas être inquiété. Le coronavirus a été créé, pas en laboratoire. Ça fait partie de la peur collective. On aime ça, les humains. Les humains ont tendance à se faire des peurs. Hein, le virus du Nil, le SRAS. Il y a eu combien de virus comme ça? H1N, H1N1, je pense, c'était ça le virus. Il y a eu quoi pour ça? Il y en a un, j'en oublie à peu près 50. Là. Il y en a un toutes les 2 ans. Bon, durée de vie, il sera pas... ça va être sans conséquence, ça. Écoutez, oui, ça tue. Est-ce que ça tue nécessairement parce que vous l'attrapez? Non. Il y a peut-être une personne sur... C'est environ 500. Là. Regardez le fameux bateau. Puis vous allez voir en fait, ce qui est étudié là-dedans, c'est un très beau laboratoire parce qu'on regarde le nombre de décès. Alors, je ne sais pas combien il y a de personnes sur ce bateau, mais je sais qu'il y a à peu près 2-3 morts. Donc, il y a eu 2-3 décès, mais il y a combien de personnes? 700, 800, 1000 personnes? Fait que ça donne quand même une idée. C'est quand même sérieux, mais il n'y a pas de quoi à s'affoler. Maintenant, il faut regarder le groupe d'âge, le système immunitaire. Des gens qui ont un bon système immunitaire, vous pouvez avoir le virus que vous voulez, ça ne va pas vous tuer. Ça, c'est clair et net. Même il y a des gens qui ont eu des virus comme celui du sida, n'en meurent pas, en meurront jamais, comparativement à ce qu'on pensait au cours des années 80, parce qu'ils ont un système immunitaire. Et quand on disait que quelqu'un était séropositif, on voulait simplement dire que le virus était passé par là, puis qu'il y avait eu les anticorps pour le combattre. L'histoire de on en meurt éventuellement et ça se développe, oubliez ça, c'est... Vous n'avez pas remarqué qu'on en parle pratiquement plus aujourd'hui? Étrange, hein? À un moment donné, ça tue tout le monde, puis à un moment donné, ça va. Jusqu'où a joué le rôle de la médecine là-dedans? Il y a une chose qui est certaine, si vous regardez le film Dyers Buyers Club, c'est pas tellement le virus du sida qui a tué les gens que l'AZT. D'accord? Alors, maintenant, si vous croyez que c'est une fantaisie qui est basée sur rien, ben, regardez le film Dyers Buyers Club, qui d'ailleurs a gagné, il y a quelques années, le score du meilleur film. Je pense que je suis assez clair. Je ne me risquerai pas sur le nom des acteurs, parce que je m'en souviens plus, j'ai les visages seulement. Alors, c'est un film qui date d'environ 4 ans, 4-5 ans. Alors, j'ai entendu, Noria Boa, j'ai entendu que c'était 1% de décès. Soit un peu plus que la grippe saisonnière. Moi, c'est à peu près ce que je pense aussi. D'accord? Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. Donc, je vais le dire quand même avec un... Excusez-moi si ça... Les nouveaux films sur Netflix pour l'action, vous savez, ils sont plus capables de placer leur caméra sur un trépied. Moi, je suis habitué de regarder un film tranquille. Alors, une personne sur 100, ça serait quand même énorme. Ça serait quand même beaucoup. Ce n'est pas le genre de truc avec lequel on peut rigoler. Mais j'ai pas l'impression que la planète est en danger. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Et les 1 personne sur 100, ben, il faut regarder ce qui se passe dans leur vie avec leur système immunitaire. Je vais vous donner une chose concernant le système immunitaire. Quelqu'un qui subit un choc, admettons, il y a des problèmes financiers ou tout ça, même si vous mangez bien, puis que vous avez un choc, votre couple se brise, ben c'est sûr que le système immunitaire va tomber, puis à ce moment-là, vous êtes susceptible d'attraper la picote volante. Vous êtes le moindre virus qui va passer, puis vous allez l'avoir, parce que vous êtes en état de choc. Et lorsqu'on est en état de choc, on perd énormément de son système immunitaire, quand on est angoissé aussi. Alors, il faut regarder tous ces facteurs-là. C'est possible, Daria, que ce soit un virus fabriqué, mais quand on n'a pas les preuves, c'est préférable peut-être de s'abstenir de penser que c'est fabriqué. Je me dirais, sinon, ça devient juste, on veut nous tuer. Oui, on a juste à regarder le marché du travail. Comment est-ce que les banques fonctionnent? Pas besoin d'aller loin pour la conspiration. C'est tout croche. Ça favorise 1% de gens qui devraient attraper le coronavirus. Puis finalement, 99% de la population qui travaille pour juste subsister. Bon. Qui sont à la fin du mois, qui regardent toujours s'ils vont arriver dans leur budget. On connaît la situation en France, et moi, je donne beaucoup mon appui aux Gilets jaunes. Je trouve ça extraordinaire. C'est un mouvement que tout le monde regarde à travers le monde. Et je trouve ça extraordinaire. J'encourage ces gens-là, ils ont mon appui. D'accord? Parce qu'à un moment donné, se faire abuser continuellement. Ça, c'en est de la manipulation parce que les gens sont surtaxés. Alors, ils n'en peuvent plus. Ça, dans ce cas-là. Mais dans le cas du coronavirus, c'est pas certain. C'est pas évident. Mais dans le cas de se faire exploiter, ça, c'est évident. Ça, on peut dire que c'est de la manipulation bancaire. Bon, voilà. Maintenant, un virus peut transmuter d'un animal à l'être humain. Ça ne sera pas la première fois. Il y a eu la peste bubonique, il y a eu de nombreuses pestes au cours des dernières décennies, et pas décennies, excusez-moi, des derniers centenaires, du Moyen-Âge jusqu'à maintenant, puis c'était pas nécessairement fabriqué en laboratoire. Alors, je suis un petit peu méfiant. Ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire oui, ça veut simplement dire j'aime mieux m'abstenir quand je ne suis pas intellectuellement certain d'une chose. Mais intuitivement, je n'ai pas la certitude que ça a été. Mon instinct est très fort. J'utilise beaucoup ça. J'ai pas la certitude que ça a été fabriqué dans un laboratoire. J'en ai pas le feeling. Puis quand je dis ça, ça veut dire que chez moi, c'est pas mal ça. Parce que je fonctionne par le feeling, continuellement les choses que je vais ressentir. Je fonctionne par mon mental, mais énormément par ma voyance, par mon intuition. Voilà. Et je ne crois pas que le coronavirus va prendre une ampleur de tuer beaucoup de gens. Ça peut prendre une ampleur internationale, mais ça ne veut pas dire que ça va tuer la moitié de la planète. Restons calmes, là. Il y en a eu d'autres avant. Voyez-vous, il y a un petit quelque chose ici qui a commencé en Amérique. La maladie de Lyme. J'ai un mauvais feeling concernant la maladie de Lyme. J'ai pas un bon feeling. Je me sens plus craintif par rapport à la maladie de Lyme que le coronavirus n'importe quel temps. Et si vous me demandez pourquoi c'est un feeling, c'est un feeling. Ça veut dire qu'il va falloir éventuellement qu'il y ait des anticorps qui aident les individus à ne pas développer des maladies à la suite d'une piqûre de cette tique qui transmet des bactéries. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement fatal. Puis toutes les tiques ne sont pas, dans la nature, l'été, là, ne sont pas nécessairement porteuses de la maladie de Lyme. D'accord? Des tiques qui ont piqué des oiseaux, je crois.
Est-ce que les oiseaux ont été fabriqués en laboratoire? Ça m'étonnerait beaucoup. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, on a des laboratoires, on a des gens assez capotés, on a la guerre bactériologique. Effectivement, on a des gens assez capotés. Puis je comprends qu'on me la pose, cette question-là, que ce soit fabriqué en laboratoire, c'est légitime. Qu'on me pose cette question-là parce que beaucoup d'armes biologiques et les armes biologiques sont fabriquées en laboratoire. Alors, voilà, je regarde vos questions. Vous avez l'occasion de me poser des questions. C'est fait pour ça, les directs. Configurer sa réalité demande une grande acuité de son état intérieur et d'environnement? Non. Ça demande à être simplement décontracté, ouvert, conscient, sans ressentir que la magie est possible. Ressentir que nous avons un rapport avec l'invisible. Qu'il nous est possible de changer notre futur et surtout notre moment présent. Moi, hier, après l'atelier, il y a eu des choses qui se sont présentées immédiatement dans ma vie. Je vais garder ça privé, mais c'est des choses agréables. Après l'atelier, tout de suite. Donc, la magie n'est pas quelque chose... Le rapport avec l'invisible, je vais l'appeler magie par défaut, là. La magie n'est pas une chose qui se manifeste dans 2 semaines puis 3 semaines. C'est souvent quelque chose qui se manifeste immédiatement. Ça arrive souvent que ça se manifeste immédiatement. Alors, nous avons un pouvoir qui est absolu, qui est très grand. Maintenant, est-ce que ça peut changer le monde? Ça va changer les gens qui sont conscients. Ça va changer les gens qui vont utiliser leurs facultés extrasensorielles. Maintenant, il y a des gens, ça ne leur plaît pas, ça, les facultés extrasensorielles, d'entendre même parler de ce mot-là. Il y a des gens qui ont un esprit scientifique, qui ont un esprit cartésien, et qui fonctionnent comme ça. Puis pour eux, ces choses-là n'existent pas. Puis moi, je ne suis pas là pour dire, écoutez, vous êtes à côté de la traque, fonctionnez donc comme vous le voulez. Moi, je suis libre et je vais laisser le monde libre. Je ne suis pas un individu qui est un vendeur d'idées. Je l'ai dit, je dis ce que j'ai à dire, puis les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Changer le monde, c'est fatigant, ça prend du temps, j'ai d'autres choses à faire. J'ai beaucoup de plaisir à vivre dans mon moment présent. J'ai pas le temps de changer le monde. Ça m'intéresse pas. Je vais prendre le monde comme il est. Bon, j'ai une question ici. Naria. Quand nous sommes conscients et individualisés, quel rapport avons-nous avec le collectif, comme les Gilets jaunes ou autres? Bien, les Gilets jaunes, ça fait partie d'un mouvement de conscientisation. Quand on veut arrêter d'avoir des difficultés financières puis que le système est pourri, ça fait partie d'une conscience sociale. L'important, c'est pas juste d'avoir la conscience sociale, c'est combien de temps que ça va durer, la conscience sociale. Vous avez eu la Révolution française. C'est dans vos gènes de descendre dans la rue. Oubliez pas ça. Donc, ça fait aux armes, citoyens, ça fait partie de votre inconscient collectif de descendre dans la rue. Oubliez pas ça, là. Puis c'est la raison pour laquelle vous descendez dans la rue longtemps, c'est que ça fait partie de votre ADN. Ça, c'est une parfaite démonstration magique de l'inconscient collectif français. Descendre dans la rue tous les samedis, et c'est comme ça que vous allez avoir votre révolution. C'est comme ça que vous allez obliger les choses à changer. Et la France, en ce moment, ceux qui dirigent sont obligés de reculer. Je vais vous dire une chose, ça n'a pas l'air de reculer, mais ça recule. Alors, vous avez ces phénomènes-là partout à travers le monde. Aux États-Unis, la révolution ne s'est pas faite de la même manière. En France, vous descendez dans la rue. Et on voit que le pouvoir résiste. C'est quelque chose. Mais regardez votre rythme national et vous allez voir que vous avez un ovni
à l'apparition de votre inconscient collectif. C'est-à-dire, votre maison hantée, là, c'est... en France, c'est votre rythme national, mais c'est un fantôme intéressant. C'est-à-dire que vous en arrivez à une révolution sociale profonde, mais qui est déjà contenue dans votre rythme national. Malheureusement, aux armes citoyens, il aurait fallu garder, en tout cas, des choses que je ne peux pas dire comme ça en direct. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Sommes-nous des spectateurs de ces mouvements? Non. On est à la fois observateur des choses et à la fois un acteur. Parce qu'on les subit. Tu sais, on n'est jamais totalement juste un spectateur. On peut être un spectateur de soi, mais quand on est un spectateur de soi, c'est pour passer à un autre niveau de la conscience et avoir des perceptions beaucoup plus complètes. C'est une très belle question, Noria, je l'aime beaucoup. Sommes-nous spectateurs de... C'est un peu comme voir un ovni. Sommes-nous spectateurs de l'ovni? Je vais dire quel rapport? C'est parce qu'il y a des gens qui ont été kidnappés, mais il y a des gens qui ont vécu des expériences très différentes. Lorsqu'ils le racontent aux policiers, lorsqu'ils le racontent aux gens, vous allez me dire comment se fait-il que ces gens-là ont pas raconter des histoires? Mais c'est parce que c'est des cas qui ont été extrêmement bien documentés, parce que souvent il y a des policiers qui ont été témoins de gens qui ont été kidnappés, parce qu'on voit des traces au sol, parce qu'on peut étudier ça, puis on voit bien que c'est des choses, là. Il y a tellement de facteurs. Il y a la police, il y a des enquêtes qui sont faites sur place, il y a le gazon qui ne pousse pas de la même manière, la flore est complètement différente. Alors, le phénomène est réel. Ça, c'est clair et net que le phénomène est réel. Alors, il y a eu des gens comme ça qui sont entrés dans une atmosphère différente. Mon atmosphère à moi est la sérénité. Il m'arrive donc une révolution tranquille. Et la révolution tranquille, c'est un peu notre atmosphère québécoise. On a une révolution en chaise berçante, étendue dans un hamac. Nos révolutions sont tranquilles. On a d'ailleurs un clown au gouvernement, Trudeau, qui se déguise en toutes sortes de personnages amusants. You, c'est pour les enfants. Alors, on a aussi un ministre qui est comique, qui est drôle, qui est une sorte de joker. Hein? Il va aux Indes, il est rose, vert, bleu, mauve, jaune, carotté, il change de pays. On le voit avec un turban cirque, il pleure beaucoup, parce que c'est un personnage tellement attendrissant. Alors, c'est un peu ça. Mais je veux dire, c'est pas Pinochet, on se comprend, là. C'est pas... Il fera pas fusiller du monde, t'sais. La révolution est tranquille. Autrement dit, nous autres, on aurait des fusils, là, nos balles, ils seraient en caoutchouc mousse. Ce serait des petits bouts d'éponge, un peu comme dans un film, une bande dessinée. Tu sais. On tirait des gommes ballons. Notre révolution est tranquille. Nous autres, on veut... ça, c'est Yvon Deschamps qui avait dit ça. On veut un Québec indépendant dans un Canada fort. Voilà. Et honnêtement, je pense que c'est exactement encore comme ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ça ne risque pas de devenir notre révolution, puis que le Québec ne décidera pas de se séparer. Mais pour l'instant, on est un Québec indépendant dans un Canada fort, et ça crée au Québec une nation distincte. Par exemple, on est la seule province à payer 2 impôts. Est-ce que c'est assez distinct pour vous, ça? OK. Alors, sommes-nous spectateurs de ces mouvements? En fait, c'est la lutte des classes. Moi, je lutte pour la liberté de soi, être libre, étant conscient du pouvoir que l'on émane. Je sais que j'agis sur mon environnement. Si je disais ça, la majorité des gens ne pourraient pas nécessairement le croire. Alors, pour moi, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous puissiez le vivre. Moi,
que je puisse arriver à le vivre, que nous puissions arriver à le vivre. Mais nous vivons dans une ère de révolution présentement, au niveau international. Brexit, Exit, Frexit, Québexit. Alors, il faut bien sortir si on veut entrer dans la nouvelle conscience. Alors, on exit celle-là pour entrer dans la nouvelle conscience. Que pensez-vous de l'hyper-empathie? D'où ça vient? Merci, M. Pinard. J'écoute pas la télévision. Donc, parce que la télévision est un appareil de manipulation où on parle toujours de choses qui est totalement négatif. Moi, ma révolution était tranquille. Hein, je suis très tranquille. Donc, je n'aime pas regarder des choses qui sont tristes. Et quand on souffre d'hyper-empathie, c'est qu'on est décentré émotivement, pas déséquilibré. Ça veut dire que nous avons de la difficulté à vivre sans anxiété. Une empathie trop élevée est une démonstration de l'anxiété. Par exemple, quand j'entends des gens souvent négatifs qui disent « Mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? » Écoutez, ça sera horrible à tous les jours parce que dans le monde, il se passe toujours quelque chose. Voilà. Mais quand on arrive dans une paix de son esprit, de sa psyché, et que la réalité devient quelque chose de simple, d'intéressant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient des choses qui se produisent dans le monde au niveau politique, ou s'il y a un volcan qui saute, que je n'aurai pas d'empathie par rapport aux gens auxquels ça arrive. Mais regardez, je vais vous donner un exemple. La Californie est probablement un État absolument fantastique. Hein? À part la pollution, là, ça va bien. D'accord? T'as Mulholland Drive, t'as des boulevards absolument extraordinaires, t'as une richesse qui est extraordinaire, t'as des maisons de 16, 20, 30, 40 millions de dollars, t'as même des maisons qui valent 100 millions de dollars. C'est très, très beau. Pas tout partout, là, à certains endroits. Mais tout le monde, ils savent très bien qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle un tremblement de terre qui va foutre tout ça à terre. Alors, est-ce que moi, à ce moment-là, je vais pleurer? Réponse, non. C'est tout. Ils viendront à nos hivers, à nous. Est-ce qu'ils viennent enlever la neige à ma place? Non, parce que les gens sont conscients et ils acceptent de vivre avec le danger. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre, que ça va m'amuser la journée où ça va arriver, mais ça ne me surprendra pas. D'accord? Pas plus qu'eux non plus. Parce que ce Big One, il y a eu 1906, le prochain est probablement pour bientôt. Moi, personnellement, la raison pour laquelle je ne retournerai pas en Californie, c'est que justement, c'est les tremblements de terre. Je suis tranquille. Tu sais, me faire réveiller dans mon lit puis être secoué comme ça. Puis que je me dise, ah non, c'est un tremblement de terre. J'aurais aimé mieux être possédé par le démon, puis sauter dans mon lit, me tourner la tête, pour une fois que j'aurais de la flexibilité au cou. Je ferais ça comme ça. Je dis, ah merde, j'aurais préféré vivre ça. Alors, un tremblement de terre, franchement, que le plafond te tombe dessus, puis tu te retrouves chez le voisin, ou carrément dans la rue, vous savez, ça va arriver. En ce moment, il y a des incendies. Il ne faut pas oublier que la Californie est le lieu des drames. J'écoute Netflix, 30% c'est Armageddon, c'est toutes sortes de trucs de fin du monde. Ça fait maintenant 30 ans, hein, c'est la fin du monde. Ce sont des films post-apocalyptiques. Alors je me dis, écoutez, ça va être leur cinéma à eux. Voyez-vous, eux, c'est pas les gilets jaunes. C'est autre chose, leur révolution. Elle est terre à terre. On pourrait dire que c'est très terre à terre. C'est sismographique. Puis ça se passe en une seconde. C'est le peuple américain, hein? C'est comme les McDo
On le veut tout de suite. Ils vont l'avoir tout de suite. C'est vite, les Américains. C'est pas quelque chose qui se fait sur une longue période de temps. Donc, les tremblements de terre, les grandes catastrophes, les hommes sur la Lune, les choses extraordinaires, ça fait partie de la psychologie américaine. Je trouve ça correct. Donc, si je vais en Californie, si on me demande pour aller faire un film en Californie, je vais dire oui. Puis, je vais essayer, dans ma tête, d'inventer une sorte de crazy glue le temps que je vais être là. pour que ça tienne. Pour que ça tienne le coup. Il y a des gens qui m'ont demandé d'aller faire un tour en Californie. J'ai des amis, on en rêve, mais pas y rester. Parce que moi, je suis un Northman. Northman. L'homme du Nord. J'aime le Nord, moi. J'aime les températures fraîches. J'aime pas les températures de 40 degrés. Je serais pas capable de vivre dans un pays trop chaud. Je suis pas l'individu des 50 degrés. Je pourrais pas vivre aux Indes. Je pense pas que je serais capable de subir les canicules en Grèce. Je serais pas bien, là. Northman, je suis l'homme du Nord. Donc, j'en pèle un coup. Champigny, oui, Champigny sur Marne. Bien sûr. J'ai un ami qui me demande, puis ça va me faire plaisir, oui, je vais aller faire un petit tour à Champigny, je vais aller faire un petit tour à Paris, ça c'est certain. Je vais attendre que vous puissiez avoir un climat peut-être moins agité. Voilà. Je regarde les questions. Ben, Trudeau va-t-on s'en débarrasser bientôt? Question de Pauline Couture. C'est un peu comme Macron, hein? Il est pogné dans la mondialisation. Je pense qu'il va terminer son mandat puis qu'il va foutre son camp, mais pour l'instant, c'est totalement un orphelin. Avec Trump qui est au pouvoir. Drain the Swamp et qui est en train de changer complètement la donne. Le Brexit qui vient d'arriver en Europe, c'est la fin de la mondialisation. Ça, c'est clair et net. Donc, Trudeau est une sorte d'orphelin. Pour l'instant, il peut toujours se déguiser. C'est très, très bien. Mais quand même, c'est quand même pas un Pinochet. Mais quelqu'un qui est prêt à vendre le Canada en petits morceaux, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir n'importe qui chez moi qui rentre à la colle, là. Je suis pas intéressé à ça. Je suis pas intéressé. Si des gens viennent au Canada, que ce soit en règle. Voilà. Est-ce que vous aimeriez, vous, chez vous, là, la porte est grande ouverte, puis c'est n'importe qui, là? Pas tellement intéressé. Alors, voilà. On a vu ce que ça fait en Californie, l'ouverture, puis ça crée des gens qui sont à terre, là. En tout cas, je ne veux pas rentrer trop politique. Ce que je veux dire, c'est être dans le domaine occulte ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le domaine politique. Ça veut dire que je regarde ça, la détérioration phénoménale de San Francisco, qui était une des plus belles villes. Avec Paris, Budapest, hein, des villes absolument fantastiques. San Francisco, c'est extraordinaire. C'est rendu un trou. C'est une tristesse. Faites-moi pas embarquer, s'il vous plaît, trop dans la politique, parce que je voudrais que ça reste smooth, comme je le suis, j'ai pas pris de café encore. Décaféiné. Dualité versus vérité. C'est une belle question, ça. La dualité est pratiquement inévitable, parce que quand on est intuitif, la logique nous dicte quelque chose, puis l'intuition peut nous dicter, peut nous donner d'autres informations. Moi, j'ai toujours suivi mon intuition. Ça a toujours donné des résultats extraordinaires. Donc, je ne suis pas un individu qui est porté à penser, à réfléchir, comment contourner un problème. Je me sens bien et le problème se dissout de lui-même. Si je suis trop dans mon mental, il va y avoir une dualité. Il va y avoir des doutes, il va y avoir des craintes, des peurs. Alors, je me place dans mon état hypnotique,
où je retrouve ma sérénité. Ensuite, je vais fréquenter des gens qui sont plaisants. Si ça ne suffit pas, je vais fréquenter la nature. Parce que je me sens assez bien avec moi-même. Quand je suis dans la nature, ça m'aide beaucoup. Je ne suis rarement dans mon mental et j'aime pas parler. Voulez-vous croire ça? Quand je suis seul, je ne parle pas. Surtout, puis quand je suis avec quelqu'un, j'aime pas parler. J'aime ressentir les gens. Moi, je vais parler en constatation pour qu'on comprenne. Si quelqu'un me demande est-ce que je vais avoir le retour, est-ce que ça va aller bien dans les affaires, là, je vais parler. Est-ce que je vais avoir le retour de telle personne? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je vais le parler. Je vais en avoir l'intuition, je vais en avoir la voyance, puis je vais le parler. Mais je ne suis pas un individu qui est dans le mental. Voilà, je pense que vous le savez. Les plans. Les plans est là. Vous accordez ceci, là. Doria Bois, une belle question. C'est encore une belle question. Pouvez-vous aborder les plans et leur manipulation? Ça dépend de quelle manipulation. Être voyant, c'est une manipulation des plans. Mais si ça donne des résultats qui sont intéressants, c'est une influence, puis c'est une manipulation qui est intelligente. C'est pas l'influence qui est un problème. C'est de regarder le résultat de l'influence. On est toujours manipulé par les plans. On est toujours manipulé, effectivement, mais pas nécessairement négativement. Ça dépend de ce qu'on laisse entrer. L'hiver ici, il fait environ moins 10, moins 15. Avant, c'était moins 40. Mais on ne connaît plus ce genre d'hiver-là. C'est plutôt rare. On n'a jamais connu ça ici à Montréal, en tout cas. Des moins 40, on ne connaît plus ça. Là. Des moins 30, on ne connaît plus ça non plus. C'est récent. Parce qu'en 2005, il y en a eu beaucoup. Là, c'est pas mal terminé. Là, des moins 30, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu quelques moins 20 dans les dernières années. Puis cet hiver, je pense que ce qu'on a connu de pire, ça a été moins 17, une nuit. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne rouvre pas les fenêtres. On les laisse fermer, puis on laisse la chaleur prendre toute sa place. Alors, on n'ouvre pas les fenêtres, on n'ouvre pas les portes à n'importe quoi. Intuitivement, quand c'est intelligent, je le ressens. Si c'est pas intelligent, je peux refuser la manipulation des autres plans. Et je peux me fermer complètement. Généralement, les autres plans peuvent passer par des personnes qui sont autour de nous. N'oubliez jamais ça. Si on ne peut pas être atteint directement, on peut être atteint par des gens contre nous. Et c'est à nous, à ce moment-là, de choisir nos influences. Donc, les plans, c'est très subtil. L'endroit où c'est beaucoup plus difficile d'y échapper, c'est dans les rêves. Donc, je vais en hypnose pour modifier les rêves et pour ne plus laisser passer aucune influence qui n'est pas ma personne, qui n'est pas mon être. Parce que tous les gens sont manipulés par les rêves, beaucoup plus que par les gouvernements. Puis même les gouvernements sont manipulés par ces plans-là. C'est pour ça que ça donne une terre merdique. Partout dans le monde. C'est pas juste les endroits qu'on connaît, ça. Il faut qu'on quitte notre dimension singe et qu'on passe dans notre divinité. Nathalie, c'est un immense plaisir. Tu me regardes, Nathalie? Ben moi aussi, je te regarde. C'est parce que Facebook place toujours que quand tu apparais, ça marque le mot à côté. Regarde. Alors, Nathalie, c'est un immense plaisir. Nathalie qui fait partie de mes ateliers. On a beaucoup de plaisir en Nathalie. On passe du bon temps. On peut-tu dire que quand on est en auto-hypnose, là, on n'a rien à envier à ceux qui prennent des drogues récréatives. Parce qu'on se sent réellement bien, réellement détendu. Et ensuite, ça modifie
Ça modifie complètement ce qui va se produire, comment on se sent avec nous-mêmes. D'ailleurs, Nathalie pourra peut-être vous en parler, laisser un petit mot. Il y a des gens ici qui ont été infirmières toute leur vie, hein, qui relèvent du corps médical. Nathalie est une de ces personnes-là. Alors voilà, il est plein de la manipulation. N'est pas manipulé qui veut, puis passer à sa conscience et cesser d'être manipulé. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle passer à la conscience est absolument extraordinaire, c'est que la manipulation est terminée. Toute forme de manipulation est manipulée. Noria Bois, pour mon expérience personnelle, lorsque je me lève le matin, j'ai eu une belle vie. Tu parles au passé, j'ai eu une belle vie et je suis heureuse. Je vais afficher plus. Alors, j'ai passé... Un petit peu, je vais relire ça. Là. Pour mon expérience personnelle, lorsque je me lève le matin, j'ai eu une belle vie et je suis heureuse. Alors, j'ai passé de mauvaises journées. L'inconvénient, c'est que je me souviens de rien. Ah, tes rêves sont plus intéressants que ta réalité. Mais j'imagine, hein, tu fais un rêve où tu rencontres quelqu'un d'extraordinaire, pouf, tu te réveilles, puis puis là. Oui, effectivement. C'est la même chose que l'individu qui gagne à la loterie. En rêve. Oui. Oui, dans tes rêves, oui. Oui, c'est ça, oui. Alors, je vais regarder pour voir les questions. Les montagnes, vois-tu ça, les montagnes vosgiennes, excuse-moi, mais je ne suis pas capable de situer la question, la comprendre. Peut-être parce qu'elle est sortie du contexte de ce que je disais tantôt, puis que là, je ne m'en rappelle plus. J'ai peut-être raté la réponse. Voyez-vous comment le coronavirus va évoluer vers le SRAS, va évoluer comme toutes ces choses-là. Je veux dire, c'est pas un virus qui va être extrêmement dangereux, d'accord? Nous n'allons pas tous mourir. Voilà. N'écoutons pas trop les médias de la peur. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Mais comment je pourrais dire ça? Les voitures tuent plus de monde. Je sais que c'est une réponse qui est plate. Bon. Mais regardez, ici, il y a eu une belle journée ensoleillée sur l'asphalte. Puis il y a eu de la poudrerie. La poudrerie, ça, c'est quand il y a de la neige en France, là, puis ça s'est retrouvé enneigé. Puis on a eu 2 morts, à ma connaissance, 2 morts, parce qu'il y a peut-être une troisième personne, mais 2 morts. On a eu, je ne sais pas combien de blessés, puis 100 voitures impliquées. C'est un accident épouvantable. Parce que on roule rapidement quand il y a de la neige. Par contre, on devrait monter sur l'autoroute, on devrait monter la vitesse à 130. L'été, la diminuer en hiver, avec des petits panneaux à cristal liquide qu'on n'a pas besoin de changer. Parce que nous autres, notre limite de vitesse, c'est 100 km/h. C'est une révolution tranquille. Comprenez-vous, le Québec? Le Québec, c'est lent. Voyez-vous, c'est lent, le Québec. Nos accidents, c'est comme au ralenti. Quand on a un accident au Québec, c'est au ralenti. On revole tranquillement. On se frappe la tête tranquillement. On rebondit tranquillement. Tout est tranquille. Surtout l'hiver. On est gelé. Pas dans le sens d'avoir fumé ce qu'on appelle un bat, là. On est gelé, donc c'est de la glace qui se frotte, n'est-ce pas? Contre la vitre glacée. C'est tranquille, tranquille. On peut mourir dans le sommeil. OK. C'est tranquille jusque-là. C'est un petit peu plus dangereux que le coronavirus. Alors, nous autres, si on aurait le coronavirus, il faudrait qu'il arrive au Québec. C'est froid. Il va geler, le pauvre petit corona, il va mourir. Il va geler, il va attendre. Puis quand ça va dégeler, là, il va nous sauter dessus.
il est en hibernation. Voilà. En fait, le virus ne me fait pas peur. Je voulais seulement savoir si vous voyez l'avenir à ce sujet. Je ne vois pas de conséquences immensément graves au coronavirus. Peut-être que vos médias en parlent trop en France. Tu sais, la télévision, c'est un commerce. Et puis, il y a des endroits dans le monde où on n'en parle pas du tout, qu'on s'en fout comme dans l'an 40. Puis il y a des endroits où on va en parler parce que c'est le sujet de la semaine. On fait peur à tout le monde cette semaine. Alors, je me méfie énormément de la télévision. Je n'écoute pas la télévision. Je regarde des films. J'écoute plus les nouvelles. Je ne veux plus rien savoir. Voilà. Quand je prends mes informations, je les prends sur Internet. Puis je ne les prends pas dans des médias officiels. Par contre, je ne tombe pas dans la conspiration à outrance non plus. Mais il y a des gens qui effectuent au Québec ce qu'on appelle des whistleblowers. Il y a des gens qui font un très beau travail au Québec de conscientisation politique et je les appuie. J'adore ces gens-là, ils font un très bon travail. Moi, à mon avis, je pense, Pauline Couture, je pense que ça va avoir peu de conséquences. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas, mais c'est peu de conséquences. Moi, je regarde mon feeling, d'accord? J'écoute toujours mon feeling. Le Molson Dry virus est encore plus répandu. Le Molson Dry, c'est la bière. Au Québec, la bière comme en Allemagne. Voilà. Alors, ceci dit, c'était juste une petite suite comme ça la semaine passée, 38. Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas trop? C'est énorme. Écoutez, je vais vous saluer. Comme je vous dis, le travail de conscientisation, c'est un travail qui permet de modifier. Regardez. Quelqu'un qui travaille sur sa conscience, qui est en paix, qui vit dans sa sérénité, ne peut pas mourir tout court au moment où il est en train d'effectuer un travail de conscientisation. Alors, le coronavirus, je m'en fous comme dans l'an 40. La picote volante, les virus ne tuent que des faibles. Quand on effectue un travail de conscientisation, c'est pas le temps de mourir. Alors, les agencements qui ont tendance à tuer les gens ne vont pas vers des individus qui sont en train de travailler sur eux-mêmes pour passer à une autre dimension de la conscience. Je ne suis pas concerné par les peurs collectives qui construisent la phénoménologie de ce qui tue les gens qui normalement devaient déjà être morts. Bon, c'est philosophique, ça. Vous allez dire, c'est peut-être un peu raide, mais voilà comment ça fonctionne. Les choses n'arrivent pas par hasard, vous savez. Et avant que ce virus... Oh, je pense que j'ai le virus de la rage. Écoutez, ça a été un immense plaisir. Je vais vous saluer là-dessus. Il fait une très belle journée et j'ai envie de me promener comme ça au soleil, dans la nature. Puis je vous aime beaucoup. Vous êtes des êtres charmants. Merci Jacqueline. Naria pour les belles questions. Puis il y a peut-être d'autres questions que je vais regarder. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment formidables. Alors, je vous dis toujours, mes conférences sont disponibles. 73 €, mais il semble que c'est donc pas une fortune. Et puis, vous allez être brassé là-dedans. Mais justement, vous posez des questions concernant le coronavirus. Oui, pour quelqu'un qui vit dans une dimension matérialiste et qui regarde l'univers dans son aspect matériel, oui, c'est épeurant. Mais quelqu'un qui vit à un autre niveau vibratoire, comme disait le monsieur tantôt, une autre oscillation, une autre conscience n'est pas atteint par ces choses-là. Ce qui appartient à l'inconscient collectif n'appartient pas. Moi, j'appartiens pas à l'inconscient collectif. J'appartiens à peine à une collectivité. Et j'ai la chance de vivre dans un endroit de latin refroidi.
qu'on appelle le Québec. Des anciens Français pognés dans la glace. Vous êtes charmants. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut tout le monde. Merci, au revoir.